Bonjour, je suis Pierrick Fay, le présentateur de la Story des Échos. Nous sommes vendredi et aujourd'hui je cède ma place à Guillaume Brégeras. Il rencontre régulièrement des créateurs de start-up qui ont réussi pour partager leurs succès, leurs échecs et plus largement leurs expériences. Cette semaine, il a rencontré Ning Li, c'est le fondateur de Made.com, spécialiste des meubles de design. Installez-vous confortablement et bonne rencontre avec Ning Li. J'ai fait un métier de mon choix. Donc ça, je pense que quand on travaille de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait, c'est pas vraiment une difficulté. C'est excitant. Le matin, je me lève, j'ai envie d'aller au boulot. Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Le salon où me reçoit Ning Li est à l'image de Made.com, le site de vente de mobilier par Internet qu'il a créé il y a bientôt 10 ans. Le design épuré et élégance sublime une lumière qui invite à la quiétude. Une tasse de café fraîchement moulu repose sur une table réalisée à partir d'une ancienne porte chinoise. Ce mardi matin précède de quelques jours l'arrivée du printemps. Il est encore tôt et le jeune papa, tout sourire, prépare une journée rythmée par sa nouvelle start-up, Typologie. Cette marque de cosméto casse les codes du secteur avec la promesse d'une transparence absolue, née du questionnement sur les produits utilisés pour son enfant. Nous sommes à Paris, je suis Guillaume Brégeras et je vous invite à mes côtés pour converser avec Ning Li. Bonne écoute. Bonjour Ning. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir chez toi, Merci à de Paris. venir chez moi. Pour ce nouvel épisode de Take Off, saison 2. Et écoute, je commence toujours un peu par la même question cette saison, c'est à savoir quelle est ta routine le matin ? Ah, quelle est ma routine le matin ? Écoute, on a une petite fille de bas âge. Donc, c'est elle qui nous réveille en général assez tôt. Donc, on se réveille pour jouer un peu avec elle. On tourne un peu entre ma femme et moi. Ensuite, je pense qu'on est toujours... le temps passe vite avec elle. On essaie de se dépêcher pour aller prendre un café et aller au bureau, quoi. On prend un petit déj quand on peut, mais souvent... on se dépêche d'aller au boulot parce qu'on a envie de commencer tôt au bureau, tous les deux. Voilà. Ça, c'est une chance. Vous êtes tous les deux dans ce milieu-là. C'est pas forcément le cas. Ma question, c'est comment ça change aujourd'hui ? Donc, tu crées, on va en parler, ta troisième entreprise. La première, tu étais vraiment très jeune. La seconde, donc forcément un peu moins jeune, et tu es parti à Londres la faire. Là, tu es jeune papa. Donc, qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'être dans cette situation pour monter une start-up ? C'est sûr que quand on a une vie de famille et quand on monte une boîte, on n'a pas les mêmes horaires. La première boîte, même la deuxième, au début, on travaillait vraiment 24 sur 24. Je me rappelle, au début de Made.com, j'avais un de mes cofondateurs qui habitait dans mon salon. Donc, il a dormi sur mon canapé pendant 6 mois. Et forcément, quand tu étais dans cette situation-là, tu passes ta vie au bureau et quand tu rentres, tu reparles du boulot. Et c'est très différent quand on a une famille, etc. Par exemple, parfois, je suis obligé de rentrer, entre guillemets, plus tôt, vers 6-7 heures. Parce que voilà, il faut récupérer l'enfant de la nounou, etc. Et du coup, en fait, ça t'oblige à t'organiser beaucoup plus. Et en théorie, tu fais beaucoup moins de conneries que quand tu étais plus jeune. Mais ça, c'est que la théorie et j'attends de voir si c'est le cas ou pas. mais tu penses que tu es plus efficace aujourd'hui qu'il y a quelques années ? En fait, entre ma première boîte et ma deuxième, quand j'avais commencé ma deuxième boîte qui est Made.com, je me suis dit, j'ai fait pas mal de conneries dans ma première boîte. Je vais essayer d'en faire moins et être plus efficace.
Et le résultat, c'est qu'on a fait beaucoup moins d'erreurs que ce qu'on a fait de la première boîte, mais on a fait d'autres erreurs derrière. Donc, parce que le monde, surtout quand on évolue dans la tech, ça bouge tellement vite que ce que tu as appris du premier projet n'est pas vraiment applicable au deuxième. Et en fait, un des pièges que j'essaie de ne pas tomber là-dedans, pour moi en tout cas, c'est de dire, je sais déjà parce que j'ai fait. Puisque, en fait, en 5 ans, voire 10 ans, le monde a complètement changé. Dans le cas de Made, par exemple, quand on avait commencé, on pouvait, quand on crée une marque, on pouvait tout à fait il suffisait en fait d'acheter de la publicité de manière efficace et pas chère pour construire une marque. Et aujourd'hui, je pense que le monde des consommateurs, en tout cas tel que je perçois, a beaucoup évolué et les gens sont beaucoup plus sceptiques maintenant de la publicité. Acheter la pub pour construire une marque, c'est probablement beaucoup plus difficile aujourd'hui, sans que la marque ait un sens, sans que la marque résonne vraiment avec le consommateur. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'à chaque fois que je monte une nouvelle boîte, c'est un nouveau challenge, mais aussi un apprentissage de zéro. C'est ça qui m'excite le plus. The Made.com sale is on now. Independent design, we've got loads of it. We made it for snoozing. Je considère qu'on part de zéro, puisque Typologie, ma nouvelle marque de cosmétiques, dans une industrie que je ne connais pas, c'est la cosmétique. Alors, je viens du meuble, ça ne peut pas être plus loin les uns des autres. Mais après, il y a beaucoup de similarités dans l'approche, en tout cas dans mon approche de regarder une industrie. Ce que j'aime bien, en fait, c'est de regarder une industrie énorme, mais où il y a beaucoup d'inefficacité. Surtout, ça c'est plus clair quand on est en dehors de l'industrie et beaucoup moins clair quand on est là-dedans. Donc ça, c'est le regard externe que je trouve intéressant dans mon approche. Après, le monde de la cosmétique, je ne connaissais pas. Donc j'ai dû passer du temps à comprendre. Pour l'année passée, quand on a passé presque 1 an à faire du R&D et de préparation du projet, j'ai aussi passé beaucoup de temps à rencontrer les gens du secteur. J'ai passé plus de centaines d'entretiens pour rencontrer les gens qui travaillent dans les grosses boîtes. Ils ont accepté volontiers de te rencontrer alors que tu étais dans un projet qui pouvait potentiellement les concurrencer ? Alors, je les rencontrais aussi dans un but de les recruter. Donc, c'est un peu différent. Bien sûr, tous ne fit pas dans mes critères. En tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très bien formés dans les très grosses boîtes. C'est quand même le pays de la cosmétique. Et beaucoup sont frustrés dans les grosses boîtes de la cosmétique, les FMCG, parce que ça bouge très, très lentement. Et ils ont envie que ça bouge. Ils ont envie de créer un impact. Et c'est sûr que quand tu es un chef de produit dans une très grosse machine où il y a 20 000 personnes qui s'occupent des marques, ton effort n'est pas forcément visible à la fin. Et quand je les contacte, en fait, ils sont souvent curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et quelques-uns ont fini finalement à rejoindre l'équipe. Donc ceux qui t'ont suivi, quels ont été les arguments ? Tu te souviens de ton premier recrutement justement pour Typologie ? Bien sûr, oui. C'était qui ? Alors c'est un chef de produit en fait qui vient de chez L'Oréal. Je me souviens en fait pour lui comme pour plusieurs autres, ce qui les a attirés dans le projet, et il n'y avait même pas de nom à l'époque, c'était surtout le fait de pouvoir créer un produit entre l'idée et la mise au marché en quelques mois. Chez L'Oréal, c'est typiquement entre 2 et 3 ans. Et c'est pas parce que c'est pas forcément le temps de R&D qui est long, mais probablement beaucoup de temps de prise de décision et beaucoup de temps de faire les études clients en amont pour savoir si on fait ou on ne fait pas ce produit-là. Et en fait, pour nous qui sommes une start-up, le plus gros risque, c'est pas qu'un produit se lance et échoue. C'est plutôt le fait qu'on n'a pas trouvé le produit qui aurait cartonné si on ne l'avait pas fait. C'est plutôt le coût d'opportunité pour moi qui compte que le coût d'échec. Puisque quand on est petit, on n'a vraiment pas grand-chose à perdre. Et dans les grosses boîtes, ils raisonnent vraiment à l'inverse. C'est que s'ils lancent un produit et que ça ne marche pas,
combien ça leur a coûté. Donc, c'est vraiment une approche inverse qui les attire, surtout les jeunes. Moi, j'avais créé ma première boîte qui s'appelait MyFab avec un ancien collègue de la banque dans laquelle je travaillais en tant que stagiaire pendant 1 an. Je pense que et j'avais bien sûr la possibilité de continuer dans la banque après. Et pourtant, j'ai choisi de quitter le boulot confortable de la banque. Et mes parents ne comprenaient vraiment pas. Ils disent, mais franchement... Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le succès des boîtes chinoises comme aujourd'hui. On pouvait se dire, non. Les parents chinois ils sont beaucoup plus risque averses, puisque déjà, ils ont beaucoup moins d'enfants en moyenne que les autres pays, les parents des autres pays. Et surtout, traditionnellement, c'est très bien vu de suivre les règles, même en Chine. Donc, quand je leur ai annoncé que je n'allais pas continuer dans le métier de finance, mais créer une boîte qui vend des choses, on ne savait pas ce qu'on allait vendre. Ils comprenaient vraiment pas, mais en même temps, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. C'était quand même moi qui décidais. La distance. C'est ça, la distance fait que c'est moi qui décidais. Et on s'est lancé avec mon ancien associé Stéphane dans la recherche de ce projet. Et on pensait avoir des investisseurs. Quand j'ai démissionné de ma boîte pour me lancer là-dedans. Sauf que l'argent qu'on pensait avoir a mis plus d'1 an et demi pour arriver. Bien sûr, vous savez, je ne savais pas, mais beaucoup de gens disent oui, ça nous intéresse d'investir. À la fin, quand il s'agit de sortir le chéquier, c'est beaucoup plus dur. Donc, on a dû pitcher plus de centaines de personnes. Il n'y avait pas vraiment de fonds VC actifs. C'était pas structuré comme aujourd'hui. C'est ça, oui. Donc, c'est surtout les individus qui investissaient. Donc, on a dû passer plus d'1 an. Vraiment, juste à pitcher nos idées. Bien sûr, ça nous a beaucoup aidé à mûrir aussi dans l'idée. Mais c'était assez dur pour moi, puisque j'avais pris un risque contre l'avis de mes parents de quitter une voie confortable. Et surtout, je n'avais pas de revenus. Comment tu vis? Voilà, comme je t'avais dit, qui était ma première priorité, c'est de payer mes parents une pension, etc. Comment je vis, je pense que probablement mon associé m'avait un peu aidé, mais il y avait quand même le loyer de plusieurs centaines d'euros qui tombaient tous les mois. Donc c'était assez... ce qui me stressait le plus, c'était la carte de séjour. Vous savez, quand vous êtes étranger, vous venez en France, vous n'avez pas forcément le droit de rester, sauf si vous avez un travail. Et je n'avais pas de travail, moi, à l'époque, parce que je cherchais à monter une boîte. Je pense que le monde a probablement un peu changé depuis, mais ça reste assez difficile. C'est surtout ça, en fait, qui était le plus angoissant pour moi. Je me suis dit, non seulement j'ai démissionné d'un beau métier qui payait bien, en plus, si ça ne marche pas, je vais devoir rentrer en Chine. L'humiliation, l'échec. Mais heureusement, l'argent des investisseurs qu'ils ont promis est finalement arrivé. Voilà, ça a mis plus d'1 an. Mais on a pu monter notre première boîte. Et ça a été un succès. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que Made.com, mais MyFab, tu l'as revendu. Oui, alors c'était une boîte de vente flash. Tu te souviens d'un produit que tu as vendu à l'époque qui t'a surpris par son succès ou... On vendait vraiment de tout. On vendait des baby-food, on vendait des vélos, on vendait aussi des poufs. Voilà, des poufs. On avait vendu plus de centaines de milliers de poufs, pardon. Des centaines de milliers de poufs. C'est énorme. C'était presque l'idée de Made.com là, qui gère maintenant. Alors, donc, il y avait beaucoup de produits qui marchaient, qui vendaient, en fait, mais le segment qui marchait le plus, c'est celui du meuble. Et ce qui m'a donné un peu leur l'assurance que à l'époque, pour ma prochaine boîte, je pourrais me spécialiser vraiment sur le secteur de la décoration et le mobilier. Raconte-nous brièvement le moment de la vente. Donc, tu vends MyFab assez vite, je crois, dans l'histoire de C'était en de 2009, lors d'investissement du groupe
caring dans la société. Et mon, il y avait, j'avais fondé la boîte avec Stéphane. Donc, on était tous les deux, voilà, on était vraiment 50-50. Il y avait d'autres associés aussi autour. Mais Stéphane et moi, en fait, on dirigeait un peu la boîte à deux. Et avec un peu le succès, en tout cas perçu de l'époque, on a passé beaucoup de temps à gérer deux choses qui sont en parallèle, mais on se parlait de moins en moins. Donc, on se sentait un peu, je me sentais en tout cas, et j'étais assez jeune, franchement, de l'époque, je me sentais un peu disconnecté de mon associé dans la vision des choses. Et donc, lors d'une levée de fonds, moi et mes investisseurs ont décidé de vendre nos parts. Et Stéphane et ses investisseurs ont décidé de continuer. C'était un peu comme ça s'est fait. C'était beaucoup d'argent pour moi et c'est très, très bon retour pour mes investisseurs. Mais c'était assez tôt dans l'aventure. Euh, mais ça me convenait plutôt bien puisque, comme je t'ai dit au début, le driver de ma motivation, c'était surtout d'avoir une pension pour payer. Et donc là, tes parents voilà. comprennent à ce moment-là, quand tu vends ta boîte, Donc, ils se disent, bon, voilà, je voilà leur ai pourquoi. acheté un appartement, voilà, j'ai constitué un petit nid pour payer leur pension. Donc, mon devoir étant fait, maintenant, je pense que ce qui me motive, c'est vraiment créer des projets qui me font apprendre, qui me fait apprendre vraiment dans le quotidien, puisque mon devoir financier étant rempli vis-à-vis mes parents. Et alors, une dernière double question, et après, je vais te laisser aller dans ta journée qui va être bien dense. La première, c'est comment tu fais aujourd'hui est-ce que tu as des petits conseils ou des petites choses que tu as réussi à appliquer pour gérer une vie très dense, à la fois personnelle, professionnelle, tu l'as expliqué un petit peu, et comment tu te projettes, si tu prends un peu de recul, dans quelques années, voilà, où est-ce que tu te projettes, dans quelles conditions, et voilà. Alors, donc, la première question, quel conseil pour la vie dense? Oh, bon, je pense que dense, quand tu as une vie de famille et qu'on a une carrière à côté, peu importe ce qu'on fait, il faut s'organiser. Euh, En fait, dans mon cas, euh, j'ai fait un métier de mon choix. Donc ça, je pense que quand on travaille de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait, c'est pas vraiment une difficulté. C'est excitant. Le matin, je me lève, j'ai envie d'aller au boulot, comme on l'a dit au début. Et, euh, et c'est vrai que quand je faisais, tu sais, au début, mes entretiens avec beaucoup de managers dans les grosses boîtes de cosmétiques ou de parfums, et j'ai ressenti, beaucoup d'entre eux, une envie de faire un métier qu'ils aiment. Mais ce qu'ils faisaient, ils n'aimaient pas. Et parfois, en fait, certains ont eu le courage de dire bah, si ça ne me plaît pas, je vais me lancer soit à créer ma boîte ou rejoindre une start-up. Mais la plupart d'entre eux, ils ont quand même cette perception de risque, de se dire bon, finalement, c'est risqué. Bien sûr, c'est risqué. Mais faire un métier que tu n'aimes pas pendant 10 ans ou 20 ans, je pense que c'est le plus gros risque que tu peux prendre. C'est quasiment. C'est aussi se barrer de mort, là, quasiment. Voilà, c'est la manière sûre de ne pas réussir dans la vie, entre guillemets, si tu passes 8 ou 10 heures tous les jours à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, un de mes conseils, si j'en avais un, c'est de choisir ce que tu fais, de ta journée en tout cas, et tu pourras mieux appréhender une vie dense par la suite. Et ensuite, la deuxième question. La dernière, c'est vraiment comment tu te projettes quand tu prends un peu de recul dans quelques années, Mhm. à la fois sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Est-ce que tu imagines monter encore 4, 5, 6 autres boîtes? Est-ce que tu as des envies particulières? Ce qui me motive, c'est pas forcément de créer une boîte pour la vendre. Ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt créer une boîte qui aura un impact sur, sur les consommateurs, sur l'industrie dans laquelle on évoluait. Euh, Ce qui me motive aussi, surtout, c'est d'apprendre tous les jours. Le, ce qui m'a encouragé à prendre un peu de recul dans Made.com pour me relancer dans l'entrepreneuriat de nouveau, c'est surtout, je me suis dit, au bout d'un moment, le métier celui de manager une grosse boîte, c'est pas forcément celui dans lequel j'apprends le plus. Tu
vois, il y a un peu la routine et en revanche, lancer une nouvelle boîte avec un secteur différent, des gens différents, c'est là où il y a le plus de challenge et le risque pour moi. Et je m'éclate parce que j'apprends tous les jours. Et ce que j'aimerais voir dans les prochaines années, c'est de continuer à apprendre tous les jours et d'affronter de nouveaux challenges. Et le jour où je me considère que j'aurais arrêté d'apprendre, je pense que je ferai autre chose. Mais je pense que je serai toujours dans la recherche permanente des choses à apprendre. Tu as Voilà. déjà une idée, une petite idée en tête quand même, un secteur sur lequel tu aimerais travailler un jour Alors, qui avec titille? Typologie, déjà, on a envie de... Donc, ce n'est pas qu'un projet de soins ou de santé, mais c'est plutôt une envie vraiment de changer un peu les habitudes de consommation. Donc, c'est beaucoup plus large que le secteur de soins et cosmétiques, mais il faut bien se concentrer au début dans un secteur pour créer une marque. Et je pense qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin pour aller probablement, une fois le projet un peu plus mature, à nous lancer dans d'autres secteurs qui sont le marché de la consommation. Voilà. Donc, là, c'est un peu tout et rien, mais je pense qu'on a... Tout est possible, en tout cas. Tout est possible, en tout cas. Ouais. D'accord, merci beaucoup Ning, bonne journée. Merci beaucoup, Guillaume. Vous venez d'écouter Take Off. Pour retrouver l'intégralité de cet épisode et tous les autres, vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.